À 4 heures du matin le 16 août 2025, 57 camions sont stoppés, net près des Canaries, figés comme une anomalie dans la nuit sahélienne. Sous des sacs d'aide humanitaire, les forces burkinabè découvrent un arsenal complet, des milliers d'armes, des munitions par millions et une valeur estimée à près de 700 millions de dollars, révélant l'écart brutal entre l'apparence humanitaire et la réalité militaire. Alors, que change concrètement pour vous la décision d'Ibrahim Traoré d'exposer publiquement ses preuves, plutôt que de les laisser enfermer dans le secret des rapports classifiés? En quelques heures, le Burkina Faso évite un basculement irréversible. Ce que promet cette enquête dépasse largement une saisie spectaculaire d'armes. Elle propose de comprendre comment un pays a frôlé une guerre programmée sans que la majorité de la population n'en perçoive les signaux avant-coureurs. En suivant pas à pas les faits établis, il devient possible de mesurer ce qui était réellement en jeu: la stabilité politique, la sécurité quotidienne et l'équilibre économique d'un État déjà fragilisé par des crises successives. L'enjeu central peut se résumer ainsi: savoir comment une menace transnationale a pu se constituer dans l'ombre, et pourquoi sa mise au jour change durablement la trajectoire du Burkina Faso. Derrière les chiffres et les inventaires, ce dossier touche des réalités concrètes. Frontières vulnérables, institutions sous pression, population exposée aux répercussions d'un basculement violent. Ce récit n'a donc pas pour objectif d'impressionner, mais d'éclairer. Il s'agit de relier des éléments dispersés: routes détournées, financement opaque, décisions politiques, afin de comprendre ce qui aurait pu arriver et pourquoi cela a été évité de justesse. Dès les 2 premières journées d'enquête, un chiffre fait basculer la lecture du dossier: près de 700 millions de dollars, valeur estimée d'un convoi qui ne représente qu'une fraction du réseau identifié. Cette donnée suffit à invalider l'hypothèse d'une simple contrebande opportuniste et impose une autre grille d'analyse. Pour Ibrahim Traoré, cette estimation transforme une saisie nocturne en signal stratégique, révélant qu'un mécanisme de déstabilisation bien plus vaste était déjà engagé. Le contexte dans lequel surgit cette interception est celui d'un Burkina Faso fragilisé par des années de pression sécuritaire et d'ingérence régionale. Les routes empruntées par les 57 camions ne sont pas choisies au hasard. Elles exploitent des failles connues et de la surveillance frontalière et des circuits humanitaires rarement contrôlés avec la même intensité que les flux commerciaux classiques. Sous des sacs d'aide, l'arsenal découvert, fusils d'assaut, munitions en masse, équipements lourds, indique une préparation militaire pensée pour durer et non pour un coup isolé. Très vite, les enquêteurs comprennent que chaque détail compte. Les numéros de série partiels retrouvés sur plusieurs armes relient la cargaison à des zones de conflit actives comme la Libye et le Yémen, ainsi qu'à des productions encore en activité en Europe de l'Est. Cette convergence géographique ne relève pas du hasard. Elle suggère une coordination capable d'assembler des sources éloignées dans un même calendrier logistique. Autour de ces éléments, une chaîne de causalité commence à se dessiner, reliant routes détournées, financements opaques et acteurs multiples. C'est dans ce contexte que la décision d'Ibrahim Traoré de privilégier la transparence prend tout son sens. Rendre publiques ces données n'est pas un geste symbolique, mais une manière de reprendre l'initiative narrative et politique face à une menace qui aurait pu rester invisible jusqu'au point de non-retour. Au cœur de cette mécanique complexe, un homme incarne le point de bascule initial, le capitaine Musa Kaboré. Lors d'une patrouille nocturne près des Canaries, il remarque un détail qui détonne dans la routine frontalière: un convoi progressant, phares éteints, comme s'il cherchait à se fondre dans l'obscurité plutôt qu'à la traverser. Ce choix tactique, anormal pour un transport humanitaire, déclenche chez lui une alerte immédiate. Son appel à la chaîne de commandement pose la première pierre d'une opération dont l'ampleur dépassera rapidement le cadre local. Autour de Musa Kaboré, une constellation d'acteurs s'active dans les heures qui suivent.
Des agents du renseignement croisent les premières informations, des techniciens balistiques commencent l'inventaire, et des officiers de terrain sécurisent la zone, avec des moyens limités, mais une urgence palpable. Cette mobilisation rapide révèle un effet immédiat. Des services longtemps dispersés commencent à fonctionner en symbiose, partageant données et hypothèses dans un même flux opérationnel. L'impact est tangible, car chaque minute gagnée réduit la probabilité que d'autres cargaisons échappent au contrôle. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un tournant silencieux. L'alerte donnée par un officier de terrain démontre que la vigilance individuelle peut enrayer une mécanique transnationale lourde. Très tôt, l'affaire cesse d'être perçue comme une simple réussite tactique. Elle devient un test de cohérence institutionnelle et de réactivité politique. Ce qui se joue alors n'est pas seulement l'interception d'un convoi, mais la preuve qu'un État peut reprendre la main lorsque ses signaux internes sont écoutés. Avant l'interception, le convoi s'inscrit dans une routine trompeuse, des routes secondaires, des horaires nocturnes, des sacs d'aide humanitaire en façade. Tout concourt à banaliser le passage. Puis vient l'activation. Dans la nuit du 16 août 2025, près des Canaries, les forces burkinabées stoppent les 57 camions. La zone est sécurisée, les conducteurs isolés, et un inventaire d'urgence commence. Les premiers éléments confirment que l'apparence humanitaire dissimule un dispositif militaire complet. Cette bascule initiale déclenche une communication cryptée vers Ouagadougou et l'engagement immédiat d'analystes chargés d'assembler un schéma cohérent entre armes, routes et acteurs arrêtés. Le basculement s'opère au deuxième jour. Les inventaires s'affinent et livrent une image plus nette de l'arsenal. Fusils d'assaut en grand nombre, munitions comptabilisées par millions, équipements lourds. Surtout, une estimation financière est formalisée, évaluant la valeur cumulée à près de 700 millions de dollars. Ce chiffre agit comme un électrochoc institutionnel. Il devient évident que la cargaison interceptée n'est pas une opération isolée, mais la façade visible d'un réseau transnational. Ibrahim Traoré convoque alors le Conseil national de sécurité. Autour de la table, militaires et ministres comprennent que l'affaire dépasse les frontières et engage la souveraineté même de l'État. À partir de ce moment, la dynamique change de rythme. Des cellules spécialisées sont mises en place pour fonctionner simultanément. Traçage financier, cartographie logistique, interrogatoire ciblé. Les numéros de série partiels retrouvés sur certaines armes orientées. L'enquête vers des zones de conflit actives et des circuits de production encore en activité. Cette convergence renforce l'hypothèse d'une coordination centrale. Sous pression, un premier suspect brise le silence et évoque l'existence d'entrepôts secrets à Ouagadougou. L'information est exploitée sans délai, transformant une enquête frontalière en opération nationale. La résonance apparaît au 5e jour, à l'aube. À 6 heures précises, les forces spéciales lancent une opération coordonnée dans la capitale. Des perquisitions simultanées visent les sites identifiés, révélant des caches d'armes et des équipements de communication militaire. Les documents saisis élargissent encore le spectre de l'affaire, faisant apparaître des noms liés à des réseaux économiques, diplomatiques et commerciaux étrangers. Ce passage à l'échelle nationale modifie la perception publique. Ce qui semblait être un coup de filet spectaculaire devient la preuve d'un projet structuré visant à déstabiliser l'État. Dans cette séquence, activation, basculement, résonance, chaque étape nourrit à la suivante. L'interception initiale rend possible l'estimation financière. L'estimation justifie la mobilisation politique. La mobilisation ouvre la voie aux aveux et aux opérations coordonnées. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement de neutraliser une menace, mais d'en exposer la mécanique afin d'éviter qu'elle ne se recompose ailleurs. La chronologie elle-même devient un argument. Sans la rapidité des décisions prises à chaque palier, le convoi aurait pu n'être qu'un prélude à un chaos programmé. Le point de départ chiffré est désormais établi. Le convoi intercepté représente une base mesurable, mais il révèle surtout un delta inquiétant entre ce qui a été saisi et ce qui était planifié.
Les enquêteurs partent d'un inventaire initial, limité aux 57 camions stoppés près des Canaries. Très vite, la comparaison avec les données consolidées, issues des premières analyses, montre que cette cargaison ne constitue qu'une fraction d'un dispositif logistique bien plus vaste, déjà partiellement financé et déployé. Le premier chiffre structurant concerne les 25 000 fusils d'assaut de type AK-47 identifiés dans l'arsenal. Ce volume n'est pas anodin. Il correspond à l'équipement complet de plusieurs unités organisées, capables d'opérer de manière coordonnée sur la durée. Autrement dit, il ne s'agit pas d'armes destinées à des groupes isolés ou à des actions ponctuelles, mais d'un potentiel militaire pensé pour tenir le terrain. Cette donnée change la lecture stratégique. La menace visait une transformation durable de l'équilibre sécuritaire, et non une simple déstabilisation temporaire. Le second chiffre clé est celui des 13 millions de cartouches recensées. Ce stock massif indique une capacité opérationnelle prolongée, incompatible avec une opération symbolique ou improvisée. Une telle quantité implique des flux financiers réguliers, des circuits d'approvisionnement sécurisés et une planification logistique rigoureuse. Pour les analystes, ce volume de munitions suggère un calendrier étalé dans le temps, avec des phases successives d'acheminement et de distribution. Là encore, le delta entre une saisie ponctuelle et un projet au long cours devient évident. Enfin, l'estimation financière globale, évaluée à près de 700 millions de dollars, fournit une mesure économique décisive. Ce montant place l'opération dans la catégorie des entreprises clandestines les plus coûteuses de la région. Il dépasse largement les capacités d'un réseau criminel opportuniste et suppose l'implication d'acteurs disposant de ressources considérables. Plus révélateur encore, les services estiment qu'environ 200 millions de dollars avaient déjà été engagés avant l'interception, ce qui confirme que le convoi stoppé n'était qu'une étape intermédiaire dans un calendrier plus ambitieux. À partir de ces trois repères, volume d'armes, capacité en munitions, valeur financière, les équipes mandatées par Ibrahim Traoré appliquent une méthodologie de traçage rigoureuse. Les numéros de série, parfois partiellement effacés, sont restaurés grâce à des techniques d'analyse déjà éprouvées dans d'autres conflits. Les résultats orientent l'enquête vers une stratification géographique claire, des stocks issus de la Libye, des circuits actifs au Yémen et des productions encore en activité en Europe de l'Est. Cette cohérence spatiale confirme l'existence d'une coordination centrale. En parallèle, l'analyse des flux financiers révèle une architecture triangulaire reliant entreprises, écrans, fondations humanitaires fictives et comptes dissimulés à l'étranger. Les montants sont fractionnés pour contourner les contrôles, mais leur régularité dessine un mouvement coordonné. Ce contraste entre la base saisie et le delta restant à découvrir permet aux enquêteurs de conclure que l'interception a interrompu un processus déjà avancé. Ces preuves quantitatives ne racontent pas seulement une accumulation de chiffres. Elles mesurent la précision d'un projet qui, sans la saisie initiale, aurait pu atteindre un point de non-retour. Pour Ibrahim Traoré, leur publication vise à transformer des données froides en arguments politiques, démontrer, par les nombres eux-mêmes, que le Burkina Faso a évité une déstabilisation programmée à grande échelle. Deux objections structurées émergent rapidement dans les analyses critiques, chacune cherchant à relativiser la portée des révélations. La première objection avance l'idée d'une mise en scène politique. Selon cette lecture, l'exposition publique de l'arsenal servirait avant tout à consolider le pouvoir en place. Les partisans de cette thèse soulignent que le marché noir des armes circule depuis longtemps dans le Sahel et qu'il n'est pas rare de voir des cargaisons hétérogènes transiter par les mêmes corridors. Ils en concluent que l'interception des 57 camions pourrait n'être qu'un épisode amplifié pour détourner l'attention des difficultés économiques internes et renforcer une légitimité contestée. La seconde objection se veut plus technique.
Elle affirme que la fragmentation des sources d'armement ne prouve pas, en soi, l'existence d'une coordination centrale. Des armes provenant de Libye, du Yémen ou d'Europe de l'Est peuvent, selon cette analyse, converger par opportunisme logistique sans répondre à un plan unifié. Les flux clandestins seraient alors le résultat d'interactions multiples et décentralisées, et non l'indice d'un projet structuré de déstabilisation. Dans cette perspective, parler d'un complot transnational relèverait d'une extrapolation excessive à partir d'indices incomplets. Ces deux arguments rencontrent cependant des limites lorsqu'ils sont confrontés aux éléments confirmés par l'enquête. Les données balistiques indiquent que plusieurs fusils interceptés avaient été déjà servis dans d'autres conflits avant d'être reconditionnés, ce qui exclut la thèse d'un simple hasard logistique. De plus, les documents saisis montrent une cohérence temporelle entre les flux financiers et les phases d'acheminement, suggérant un calendrier partagé plutôt qu'une juxtaposition d'initiatives indépendantes. Les transferts fractionnés, bien que discrets, suivent des rythmes réguliers qui dessinent une architecture commune. Surtout, les communications interceptées révèlent des échanges entre intermédiaires financiers et acteurs disposant de couvertures diplomatiques ou paradiplomatiques. Ce point affaiblit l'idée d'une circulation anarchique des armes. Même des partenaires régionaux initialement prudents reconnaissent que l'ampleur financière et la synchronisation logistique dépassent le cadre d'une contrebande opportuniste. Un rapport indépendant publié ultérieurement vient d'ailleurs confirmer les liens entre les cargaisons saisies et un réseau actif opérant à l'échelle méditerranéenne. Ainsi, loin de fragiliser le dossier, ces objections permettent d'en éprouver la solidité. La confrontation méthodique entre critique et preuve renforce la cohérence de l'analyse et clarifie un point essentiel. La menace ne résidait pas seulement dans les armes saisies, mais dans l'organisation qui les reliait. Au 7e jour, le dossier change brutalement de nature lorsque Ibrahim Traoré décide de rendre publics des documents que même certains enquêteurs n'avaient pas anticipés. Parmi eux figure une pièce administrative en apparence banale, mais aux conséquences politiques majeures, la liste complète d'un gouvernement fictif déjà rédigé par les planificateurs. Ce détail agit comme un révélateur. Il ne s'agit plus d'armes en circulation ni de financement clandestin, mais d'un pouvoir alternatif, prêt à être activé au moment opportun. Dans la salle de presse, la révélation provoque un basculement immédiat de perception. Les noms cités renvoient donc à des réseaux économiques, diplomatiques et commerciaux liés à l'extérieur du pays. Certaines puissances mises en cause nient aussitôt toute implication, mais l'effet intérieur est déjà irréversible. Pour la première fois, une partie de l'opinion comprend que l'avenir institutionnel du Burkina Faso avait été planifié sans consultation ni consentement national. Ce point médian redéfinit l'ensemble du récit. Ce qui pouvait encore être interprété comme une affaire sécuritaire devient la preuve matérielle d'un projet politique structuré. En exposant ces documents, Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à informer, mais à déplacer le centre de gravité du débat, de la légitimité d'une interception vers la réalité d'un basculement évité. À partir de cet instant, la question n'est plus de savoir si une déstabilisation était possible, mais jusqu'où elle était déjà prête à aller. Sur le plan étatique, les conséquences sont immédiates et mesurables. L'interception des 57 camions force une réorganisation rapide de l'appareil sécuritaire. Les frontières sont renforcées, des unités sont redéployées et les services, jusque-là cloisonnés, adoptent des mécanismes de coordination plus resserrés. Cette dynamique réduit l'espace d'action des filières dormantes et limite les marges de manœuvre des réseaux impliqués. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste à transformer une alerte ponctuelle en capacité d'anticipation durable afin que l'État ne se contente plus de réagir, mais prévienne des tentatives similaires. L'impact économique se déploie sur 2 temps. À court terme, l'exposition publique de l'affaire entraîne une phase d'incertitude. Des menaces de sanctions et des réactions prudentes sur les marchés provoquent des tensions,
notamment sur les échanges dépendants de l'extérieur. Cette fragilité est cependant contrebalancée par un réalignement progressif. De nouveaux partenaires proposent des coopérations techniques et industrielles, présentées comme moins conditionnées. Dans ce contexte, la stratégie d'Ibrahim Traoré vise à convertir une crise sécuritaire en levier de diversification économique, réduisant la dépendance à des circuits jugés vulnérables. Au niveau social, la résonance est profonde. Dans les grandes villes comme dans les zones rurales, l'affaire cesse d'être perçue comme une abstraction institutionnelle. Elle devient le récit d'une guerre évitée de justesse. Les discussions se multiplient dans les écoles, les marchés et les médias locaux. Les forces de sécurité reçoivent une reconnaissance accrue, tandis qu'émerge un sentiment de vigilance collective. Cette dynamique nourrit des initiatives citoyennes, souvent modestes mais symboliques, autour de la souveraineté et de la protection du territoire. Pour une partie de la population, la transparence assumée par Ibrahim Traoré renforce l'idée que l'information peut devenir un outil de cohésion, plutôt qu'un facteur de peur. À l'échelle régionale, enfin, l'effet de propagation est notable. Les pays voisins observent attentivement la séquence burkinabé et ajustent leurs propres dispositifs. Des corridors commerciaux sont mieux surveillés et certaines filières de contrebande sont démantelées grâce à des échanges d'informations renforcés. Cette coordination accrue modifie les équilibres diplomatiques et sécuritaires du Sahel. Le Burkina Faso devient un précédent cité dans les débats chauds régionaux, non pour la saisie elle-même, mais pour la manière dont elle a été transformée en message politique clair. Ces 4 niveaux d'impact, État, économie, société, région, montrent que l'affaire dépasse largement le cadre d'une opération réussie. Elle reconfigure des relations, des priorités et des perceptions. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central est désormais de maintenir cette cohérence dans le temps, afin que les conséquences positives ne se dissipent pas une fois l'urgence passée. À partir des éléments établis, 3 trajectoires cohérentes se dessinent pour les mois à venir. Elles n'assignent pas de probabilité. Elles offrent des cadres de lecture pour comprendre comment des décisions collectives peuvent orienter l'évolution du pays après l'épisode des 57 camions. Dans une première trajectoire possible, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les procédures judiciaires avancent à un rythme maîtrisé, appuyé par les documents saisis et les inventaires consolidés. L'appareil sécuritaire conserve un niveau de vigilance élevé, tandis que les mécanismes de coordination interservices deviennent des routines. Sur le plan économique, la période d'incertitude initiale s'estompe progressivement. Les échanges se stabilisent, sans retour immédiat à une situation antérieure, mais avec un nouvel équilibre plus prudent. Sur la scène diplomatique, le Burkina Faso maintient une posture ferme et lisible, évitant l'isolement tout en affirmant ses priorités. Dans une deuxième trajectoire possible, plus favorable, la crise se transforme en levier structurel. Les preuves rendues publiques servent de base à une réforme plus profonde des dispositifs de surveillance et de traçabilité. Les partenariats régionaux se renforcent autour d'objectifs communs, réduisant les vulnérabilités transfrontalières. Dans ce cadre, l'État parvient à convertir une partie du choc sécuritaire en projet collectif, en investissant dans des secteurs civils symboliques. La séquence devient alors un récit de résilience. Une tentative de déstabilisation avortée se mue en opportunité de consolidation institutionnelle et sociale. Dans une troisième trajectoire possible, la plus défavorable, les tensions montent. Les acteurs, mis en cause par les révélations, réagissent par des pressions indirectes, qu'elles soient économiques, informationnelles ou diplomatiques. Des campagnes de désinformation cherchent à fragiliser la cohésion intérieure, tandis que des contraintes extérieures ralentissent certains échanges. Dans cette hypothèse, la vigilance reste élevée, mais la fatigue institutionnelle et sociale devient un facteur de risque. Toutefois, même dans ce cas,
Le précédent créé par l'interception limite les marges de manœuvre adverses. Les mécanismes d'alerte sont plus rapides et l'opinion publique plus attentive. Ces trois scénarios convergent sur un point. L'avenir ne dépend pas uniquement de la gravité de la menace initiale, mais de la capacité à maintenir une cohérence stratégique dans la durée. La question directrice n'est donc pas de prédire ce qui arrivera, mais d'identifier les choix qui réduisent les angles morts et renforcent la résilience collective. Pour les habitants des centres urbains, l'affaire cesse d'être une abstraction sécuritaire. Elle devient une démonstration concrète qu'une guerre programmée a été évitée de justesse. Les marchés, les écoles et les quartiers populaires se transforment en lieux de discussion où l'on décortique les faits établis, les chiffres révélés et les décisions prises. Cette appropriation du récit renforce une vigilance quotidienne, faite d'attention aux rumeurs, aux mouvements inhabituels et aux signaux faibles longtemps négligés. Le sentiment dominant n'est pas l'euphorie, mais une lucidité nouvelle sur la fragilité de l'équilibre collectif. Pour les jeunes, l'épisode agit comme un déclencheur civique. Dans les lycées et les universités, enseignants et élèves s'appuient sur les éléments publics de l'enquête pour réfléchir à la notion de souveraineté et au rôle de l'information. Des initiatives locales émergent. Débats radiophoniques, cercles de discussion, projets associatifs centrés sur la sécurité et l'autonomie. Cette dynamique n'est pas homogène, mais elle ouvre un espace où une génération commence à se projeter au-delà de la réaction émotionnelle, en interrogeant sa place dans la construction du pays. Pour les anciens militaires et anciens combattants, la séquence résonne différemment. Beaucoup ont connu des périodes où les décisions se prenaient loin du terrain, sous influences multiples. Voir des preuves exposées et assumées publiquement représente une forme de réparation symbolique. Cela réinstalle l'idée qu'un État peut défendre ses choix sans masquer ses vulnérabilités. Ce regard, plus silencieux, nourrit une reconnaissance prudente plutôt qu'un enthousiasme démonstratif. À travers ces groupes, un point commun apparaît. L'affaire modifie la manière de percevoir la sécurité. Elle n'est plus uniquement l'affaire des institutions, mais un enjeu partagé, où l'attention et l'information deviennent des outils de prévention. Ce déplacement du regard constitue peut-être l'un des effets les plus durables de la séquence. Pour éviter que l'interception ne reste un succès ponctuel, les autorités burkinabées définissent une feuille de route articulée en étapes lisibles. D'abord, il est question de sécuriser davantage les frontières. Elle combine surveillance renforcée, unité mixte et participation des communautés locales formées au signalement. L'objectif est opérationnel, réduire les infiltrations et accélérer le traitement des alertes, avec des indicateurs simples de délai et de couverture territoriale. Ensuite, l'attention se porte sur la gestion du matériel saisi. Une partie est neutralisée et transformée, l'autre intégrée à la modernisation des capacités nationales, sous contrôle et traçabilité. Cette approche vise à éviter toute recirculation opaque et à convertir une menace en ressources contrôlées. La transparence est centrale, avec des procédures publiques et des audits réguliers. Puis, la traçabilité financière devient un axe central. Les flux identifiés sont cartographiés, les avoirs confisqués réaffectés selon des règles explicites, et les résultats publiés. Le critère d'évaluation n'est pas seulement le montant récupéré, mais la lisibilité des circuits et la régularité des mises à jour. Au jour. Après cela, la coordination diplomatique entre en jeu. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso privilégie des partenariats régionaux opérationnels, centrés sur l'échange d'informations et la prévention. La réussite se mesure à la continuité des coopérations et à la réduction des angles morts transfrontaliers. Et, pour terminer, la communication publique est pensée comme un pilier de stabilité. Informer tôt, factuellement et de manière régulière vise à priver la désinformation de son terrain. Cette discipline de clarté transforme la vigilance en réflexe collectif et ancre la stabilité dans la durée. 1 an après les premiers camions stoppés,
le récit revient à son origine discrète. Une patrouille nocturne, des phares éteints, un appel radio passé sans certitude d'être entendu. Le geste du capitaine Moussa Kaboré, presque banal sur le moment, apparaît rétrospectivement comme le point d'appui d'une bascule nationale. Sans cette attention portée à un détail, la chaîne d'événements révélée par l'enquête n'aurait jamais été interrompue. Ce retour au point de départ donne une autre épaisseur aux chiffres et aux documents. Derrière les inventaires, les cartes logistiques et les flux financiers, il y a des décisions humaines prises sous contrainte, souvent sans visibilité sur leurs conséquences. En rappelant ce moment, Ibrahim Traoré insiste sur une idée simple. La souveraineté ne se manifeste pas seulement dans les discours ou les sommets diplomatiques, mais dans la capacité à écouter les signaux venus du terrain. Dans les écoles, dans les cérémonies officielles ou dans les conversations ordinaires, cette scène fondatrice est devenue un repère partagé. Elle relie les soldats aux civils, les institutions aux citoyens, le risque évité à la vigilance quotidienne. Le récit collectif qui s'en dégage n'est pas héroïque au sens spectaculaire. Il est fait de lucidité, d'attention et de responsabilité. Au terme de cette séquence, une évidence s'impose. Ce n'est pas la taille de la menace qui définit un pays, mais la précision du courage au moment décisif. Cette affaire dépasse le cadre d'un événement burkinabé. Elle pose une question plus large à tous ceux qui observent les dynamiques politiques et sécuritaires du continent africain. Lorsqu'un État choisit d'exposer des preuves, d'assumer publiquement ses vulnérabilités et de transformer une alerte en orientation stratégique, il propose un modèle qui mérite d'être discuté, interrogé, parfois critiqué, mais rarement ignoré. Le Burkina Faso n'affirme pas une vérité universelle. Il met en débat une manière d'agir face à des pressions souvent invisibles. Pour les citoyens, les analystes, les étudiants ou les décideurs, ce récit invite à un exercice simple. Relier les faits au choix. Quels signaux sont ignorés ailleurs, faute d'attention ou de transparence? Quelles crises potentielles restent confinées dans des rapports jusqu'à devenir irréversibles? En rendant visibles des mécanismes longtemps dissimulés, Ibrahim Traoré a déplacé la discussion du soupçon vers l'analyse. La suite ne dépend pas uniquement des autorités. Elle repose aussi sur la capacité collective à discuter calmement des faits, à confronter des points de vue sans les réduire à des camps, et à rester attentif aux détails qui précèdent souvent les grandes ruptures.